un autre épisode de La Meute. Aujourd'hui, on parle démographie. En première portion d'émission, François Gendron et Alissa Simons-Bélanger vont discuter d'exode rural. Est-ce que c'est possible d'inverser la tendance? Puis, on arrive avec notre segment « La nouvelle qu'on a de pogner dans les dents ». Une chronique culturelle avec Alexandre Villeneuve-Simard et un deuxième sujet de discussion sur la démographie, et cette fois-ci avec Louis-Philippe Gélineau-Busque, qui se joint à nous pour dire les nouveaux arrivants, comment est-ce qu'on devrait les accueillir dans notre région. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de service. Quand on parle du Bas-Saint-Laurent, on parle tout de suite d'une région. Et il y a un stigma qui vient avec les régions, c'est que malheureusement, leur situation démographique est de moins en moins bonne plus les années passent. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui à La Meute avec François Gendron, bonjour. Bonjour. Et Alissa Simons-Bélanger, bonjour. Bonjour. Je vais tout de suite commencer cette discussion-ci sur l'exode rural en me tournant vers toi, François. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un réel gros problème quand on parle d'exode rural? Exode rural, c'est un concept tiroir un peu qui a servi à toutes les sauces pour s'ameubler un discours, mais un discours qui se fait un discours revendicateur du monde des régions, en gros, là, par rapport à un monde métropolitain. Il y a quand même, on voit qu'il existe cette espèce de fracture-là là, au niveau des communications. Les régions, en partant, les régions, c'est juste le Québec découpé en tant de morceaux. Donc, Montréal est une région, comme l'Abitibi est une région, comme c'est toutes des régions administratives. Bas-Saint-Laurent, c'est une région administrative, qui est une région administrative, une région ressources, mais qui n'est pas à l'extrême périphérie du territoire québécois. C'est pas la Gaspésie, c'est pas l'Abitibi. Puis il y a d'autres zones qui sont plus périphériques un peu, entre deux fleuves, ça arrive sud, entre Montréal et Québec, c'est aussi, région Bois-Franc, on dit que c'est un peu plus périphérique aussi, parce que ces régions-là on les considère comme ressources, mais en fait, ils ont le même niveau de développement, puis ils ont les mêmes taux, les mêmes indicateurs démographiques que les régions centrales, telles que le centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, bon, pour nommer l'Estrie, pour nommer les principales qu'on connaît bien. Il y a des régions, Montréal est la région du Québec qui vit l'exode rural le plus dramatique. Pour donner un exemple, les derniers chiffres de Statistique Canada qu'on analyse, je vous ai envoyé le tableau, je ne l'ai pas amené, ça aurait été plate à dire, mais en gros, le bilan migratoire du Bas-Saint-Laurent se situe en bas de 1000 personnes par année actuellement. Négatif. Oui. Donc on perd 1000 personnes. Sur les dizaines de mille. Le bilan migratoire annuel de l'île de Montréal est de 12 500 quelque chose par année. 12 000 de moins que perd l'île de Montréal à toutes les années. La région qui vit le plus gros exode, objectivement, on parle d'exode rural, mais parlons juste d'exode de région à une autre, là, les régions qui se vident, celle qui se vide le plus, c'est l'île de Montréal. Elle connaît un problème dramatique. Deuxième, plus dramatique, c'est la Gaspésie, avec à peu près 2-3 000 de pertes par année. On n'est pas dans les 12 000 de Montréal. Non, mais c'est pas la même population. Non, puis à côté de ça, il y a des régions qui gagnent énormément, mais qui ont des taux de croissance phénoménales. Puis là, on parle du 4-5-0. On parle d'autour de Hall. On parle des régions périurbaines qui, eux autres, reçoivent actuellement l'afflux des régions éloignées qui perdent effectivement du monde. Mm-hmm. Gaspésie, Abitibi, Bois-Franc, c'est des régions qui perdent du monde. Lac-Saint-Jean, peut-être moins Saguenay, mais Lac-Saint-Jean, ça perd. C'est réel, ça, là. Mais le bilan total, en tout cas pour le Bas-Saint-Laurent, c'est la région ressource au Québec qui fait le mieux. Mais par rapport à quel temps? Parce que si on regarde le Bas-Saint-Laurent dans les années 50 ou même au début du 20e siècle, je veux dire, il y avait beaucoup plus de monde qu'il y en a aujourd'hui, tu sais. Si, justement, je parle à des amis qui viennent de Trois-Pistoles puis qui ont 40 ans aujourd'hui, puis qu'eux, dans leur jeunesse, les amis qui les entouraient, les gens dans la même génération qu'eux, étaient beaucoup plus nombreux, mettons, dans Trois-Pistoles, qu'ils le sont aujourd'hui, tu sais. Reste que comme il y a quand même du monde qui finissent par s'éclipser
du Bas-Saint-Laurent puis qui ne reviennent pas. L'exemple, on prend un exemple d'une localité au Bas-Saint-Laurent, et là, il y a l'autre réalité. C'est quand on parle d'une région administrative, si on parle du Bas-Saint-Laurent, ça part de la Pocatière, ça se termine à Matane, ça couvre la rive entre les États-Unis. C'est grand comme région administrative. Il y a différentes réalités. À l'intérieur des MRC, entre les Hautes-Comtés et les villages riverains, il y a déjà deux mondes complètement. Oui, la ruralité, c'est pas un tapis rural égal à la grandeur du Québec, loin de là. Puis à l'intérieur des régions administratives, ça ne l'est pas. Ça ne l'est même pas à l'intérieur des MRC. Alors, c'est clair que cette diversité-là existe, mais là, ça pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à Trois-Pistoles pour qu'il y ait des gens, mettons, on comprend cette hypothèse-là, qu'il y ait moins de monde à Trois-Pistoles qu'il y en a il y a 40 ans, ils sont allés où? Ils ne sont pas nécessairement tous partis pour Montréal. Non, ils sont peut-être rendus dans la banlieue de Rivière-du-Loup ou dans celle de Rimouski. Mais ça reste que c'est quand même un problème, l'exode rural, si on parle justement de ces municipalités-là qui sont en train de se voir, leur population surtout, tu sais, il y a encore du monde à Trois-Pistoles ou dans les villages autour qui sont justement pas... Rivière-du-Loup, je vois que c'est vraiment différent par rapport à les services que ça offre. Il y a quand même plus de possibilités d'emploi aussi. Donc, comme c'est clair qu'il y a vraiment une différence entre Trois-Pistoles ou Saint-Clément ou Saint-Jean-de-Dieu. Les gens de Trois-Pistoles sont en train qui nous écoutent sont en train de penser qu'on dit que c'est une municipalité dévitalisée parce que c'est pas ça. Et la réalité à laquelle tu fais référence est réelle et est super importante. À l'intérieur de ce territoire-là, il y a des villages qui meurent. Oui, c'est ça. Où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus d'épicerie, où il n'y a plus de bureau de poste. Et c'est ça se passe dans la même région. Et c'est ça que je veux adresser, c'est ce problème-là. C'est que oui, en effet, on est capable de faire une claire distinction entre comme il y a du monde à Rivière-du-Loup, il y a du monde à la Pocatière, il y a des écoles, il y a des cégeps, il y a des programmes qui font en sorte aussi que ça attire d'autres personnes de l'extérieur qui viennent là. Mais en même temps, comme après ça, quand tu regardes d'autres villages qui, justement, il y a moins de monde à l'école, il y a une population qui est vieillissante, qui ne bouge pas, mais reste que comme les jeunes, quand ils ont fini l'école secondaire, bien, souvent quittent parce qu'ils doivent aller au cégep, parce qu'ils doivent aller à l'université. Puis ça, c'est très correct, c'est très normal, c'est même sain à l'intérieur d'une vie de devoir quitter son village natal. Aller voir ailleurs un peu, prendre l'air. Exactement, tu sais, puis de se nourrir de d'autres idées. Mais le problème qu'on n'adresse pas, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'ils reviennent puis qu'ils aillent chercher toutes les connaissances qu'ils sont allés chercher ailleurs, qu'ils arrivent en région d'où ils viennent et qu'ils les appliquent, tu sais. Donc, encore là, il y a une question d'échelle. Hein. Bien, il y a une question d'échelle, mais il y a aussi une question d'utiliser la bonne terminologie. Là, le problème, puis je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, c'est un dossier qui est relativement complexe. Quand on parle de ruralité, quand on parle de région, déjà là, il y a une espèce de gradation. Il y a presque autant de ruralité qu'il y a de villages au Québec. Ouais, puis les régions, on l'a dit, Montréal est une région. Région, c'est un terme qui veut dire un territoire, ça ne qualifie pas le rural. Une région ne qualifie pas rural. Périphérie, non plus. Il y a seulement deux critères qui définissent le rural. Hein. C'est tant de population au kilomètre carré. Ça définit le rural. Puis l'autre, c'est non-accès à des services que tout le restant du monde ont, les communications en premier. Puis une fois que tu as regardé ça, tout le reste... Ce que les gens écoutent, nous, ici, à Rivière-du-Loup, là, on est considérés comme vivant dans le rural par la moitié du Québec. Bon. Mais c'est pas la réalité qu'on a l'impression d'être si on connaît les villages en arrière, puis si on connaît leurs difficultés non plus. Mais c'est ça, moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut s'adresser à ces difficultés-là? Comme maintenant qu'on a fait cette claire distinction-là, qui est comme, c'est pas tout ce qui est exode rural qui rentre dans cette catégorie-là, puis là, oui, c'est clair, mais est-ce que, justement, on peut parler de, bien, qu'est-ce qui crée ce problème-là? Parce qu'il existe quand même pour, justement, la Gaspésie, pour d'autres régions qui ne sont pas, justement, aussi diverses et aussi intéressantes que, mettons, Rivière-du-Loup, Rimouski, par rapport à plein d'avantages qu'il y a d'habiter dans cette municipalité-là, tu sais. Mais est-ce que, justement, on peut parler de, comme, qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Il reste qu'il y en a un problème pareil. C'est parce que si on reste juste sur la définition de comme qu'est-ce que veut dire l'exode rural, on n'est quand même pas en train de développer une conversation sur comme, comment est-ce qu'on adresse le problème qui existe pour plusieurs personnes. De dévitalisation de certaines zones. Exact. D'accord. C'est effectivement. Puis ce problème-là, il n'est pas si simple que ça non plus à solutionner parce que tu ne peux pas obliger les gens à vivre à un endroit s'ils n'ont plus de service, premièrement.
À part ça, il se fait des regroupements parce que les services, à un moment donné, il y a moins de ressources, donc ils se regroupent dans des endroits. Ça fait que tu as des petits pôles de services qui se développent dans des milieux ruraux. Et ils concentrent, tout d'un coup, tu n'as plus rien qu'une épicerie pour 4 villages. Ça se concentre dans celui du village qui était le plus central. Il y a des réalités qui sont là dans le rebrassage des ressources puis des moyens que les gens pour s'organiser. Puis il y a des nouvelles manières qui se trouvent aussi, que probablement que les solutions sont là. Ce qui est sûr et certain, c'est que il y a, pour les jeunes dont on parle, dont toi tu fais partie, puis j'en ai des jeunes qui sont actuellement aussi, moi, qui ont quitté ma région, notre région, pour aller étudier à l'extérieur parce qu'il n'y a pas l'université qui donnait leurs cours ici. Est-ce qu'ils vont revenir? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne question non plus, par contre. C'est comment est-ce qu'on est attirant pour faire venir d'autres d'ailleurs qui pourraient venir dans ces villages-là qui sont en train de manquer d'enfants, puis qui pourraient amener aussi des nouvelles manières de faire, qui pourraient introduire des nouvelles pratiques, puis là, on pourrait peut-être redynamiser. Fait que la question, on ne restera pas au niveau de l'exode rural, ça nous enferme, ça nous réduit, mais la question de comment on est capable de redynamiser les tissus sociaux dans la ruralité réelle, celle en dehors des espaces urbains, là, même si on vit en campagne ici. Là, parce qu'il y a une différence. Elle n'est pas réglée. Il y a une différence bien réelle entre empêcher l'exode et la contrecarrer. Et je pense qu'en essayant de l'empêcher, donc se dire, on va littéralement mettre des bâtons dans les roues à ces nouvelles générations-là qui vont vouloir les vivre autre chose. Ça ne sert à rien, ça aller contre liberté des choix de la personne. Oui. Puis le terme exode est tellement chargé. En plus, en réalité, on parle de flux migratoires. On parle de flux migratoires sur des territoires, puis il faut les étudier. Puis pourquoi que tel flux se passe de telle façon? Pourquoi que tel territoire, tout à coup, génère un flux? Parce que, en gros, la population n'augmente pas. À moins de la part immigrant, mais ça, c'est pas notre sujet, c'est ceux qui vont nous suivre. Ça augmente pas dans le même... On se reproduit pas, si on le sait, c'est pas neuf, mais ça augmente pas. Ça se redistribue, les cartes se rebrassent. En passant, des villages qui ont fermé il y a 50 ans, après avoir vécu pendant 50 ans, c'est pas une nouveauté non plus. Non. Puis d'autres qui ont repoussé comme un champignon, puis... Mais souvent parce que c'était dépendant d'une industrie quelconque qui créait une employabilité. Ouais. Mais est-ce que justement on est capable de chercher un autre système économique local qui fait que le monde va vouloir rester dans la région, puis sentent aussi qu'ils peuvent s'impliquer socialement dans leur communauté, qui fait que là, oui, je suis d'accord avec toi, ça ne va peut-être pas être nécessairement les mêmes personnes qui ont quitté, mais qu'il y a d'autres personnes, d'autres nouvelles familles qui ont envie de s'installer en région. Mais de là aussi, il faut qu'il y ait les municipalités et qu'il y ait vraiment un soutien à ce que ça se passe, ce qui n'existe pas en ce moment. Mais le soutien, je pense que les municipalités font tous les efforts du monde pour essayer d'attirer du monde, nécessairement. Non. Pas toutes, mais il y en a qui travaillent très fort. Je pensais qu'ils voulaient attirer mais du là monde. où ça devient intéressant, c'est que historiquement, tu as ressorti cette réalité-là du village qui s'est construit autour d'une industrie. Une industrie, un village. Ça, c'est une réalité... Mais peut-être que la solution est ailleurs, elle est peut-être réellement dans le tissu social. La seule municipalité qui a un bilan démographique positif dans le Témiscouata, c'est Packington. Et Packington, c'est un influx de jeunes qui sont arrivés très rapidement dans la région, qui par la suite, on en a attiré d'autres, qui en ont attiré d'autres, qui ont permis de revitaliser l'école, qui a permis de créer un petit restaurant, puis etc. Sainte-Hélène de Kamouraska aussi est un cas le même phénomène, effectivement, Sainte-Hélène, la crête de Mont-Carmel aussi, que de gens qui sont venus dans la région attirés par des opportunités nouvelles qui ne pouvaient pas être comblées par des gens qui étaient dans la région. La transformation alimentaire qui s'est développée au Kamouraska a généré beaucoup de nouvelles entreprises qui occupent des créneaux de niche, des très bons produits d'ailleurs, qui développement des renommées nationales. Et ça a attiré des gens avec des expertises d'ailleurs, de France entre autres. Mais là, on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Pas dans tous ces détails-là. Mais ça a créé plein d'emplois aussi pour des gens qui ont... Par exemple, moi, j'en ai rencontré plein, là, qui partaient de Montréal, qui venaient s'installer dans le coin, puis qui postulaient des emplois, puis qui en décrochaient. Puis tu lui posais la question, pourquoi tu es ici? Bien, parce que toutes mes chambres sont rendues. Oui, puis il y a cet avantage-là aussi. Ça, c'est un phénomène intéressant. Mais pour créer cette avant-garde-là, parce qu'il y a quand même une avant-garde qui décide de prendre le risque, Il y a des de faire pionniers, le finalement. saut. C'est ça, il y a eu les un pionniers. programme.
il faut quand même qu'il y ait un support à ça. Puis il y a eu certaines places que, oui, en effet, il y a eu un avantage, il y a eu quelque chose qui a émergé de cet endroit-là qui a fait que les gens ont senti qu'ils pouvaient y aller. Mais dans beaucoup de régions, il n'y a pas... les centres locaux de développement, ils ne sont pas au soutien de ce qui est coopératif, de ce qui est des idées nouvelles qui sortent du cadre habituel de ce qu'ils connaissent au niveau de l'industrie et de l'employabilité. Donc, nous, en tant que jeunes arrivant dans la région, on fait face à ces problématiques. Vous êtes le changement, vous heurtez la résistance au changement, exactement. qui est naturel d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez plus d'énergie, les jeunes. Qui est naturel, mais qui est difficile quand tu es dans une situation précaire, quand justement c'est très difficile pour toi d'avoir une propriété quelconque, et de là, en plus, d'aller chercher de l'argent pour pouvoir monter ton entreprise locale et s'assurer que, comme une fois que tu as ton entreprise locale, qui va avoir vraiment des gens qui vont être intéressés à acheter. Mais ça dépend de ton produit et de ton entreprise. Exactement. Tu ne peux pas demander aux gens d'aller acheter parce que tu arrives. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un énorme risque. Et ce risque-là, ce fait que, comme, de faire ce saut-là vers la région, justement, vers quelque chose de nouveau. Parce que j'en ai beaucoup d'amis à Montréal qui aimeraient ça, le faire, ce saut-là, mais qui ne se sentent pas capables de le faire parce que le niveau de risque est trop grand. Parce qu'il n'y a pas de programme. Parce qu'on ne va pas se cacher que le gouvernement n'a pas comme ambition de vouloir revitaliser les régions, t'sais. Et donc, il y a pas des choses qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on a accès à des terres agricoles, qu'on a accès à une certaine flexibilité au niveau de toute la bureaucratie, parce qu'il y en a des lois, il y en a des normes qui nous empêchent de vraiment pouvoir monter les projets qu'on a envie de monter, parce qu'on ne nous fait pas confiance en tant que génération de se dire « Hey, on a de la créativité, on a de l'imagination. » Puis c'est sûr que c'est pas la même chose que ce que vos générations ont fait avant nous, mais c'est valable. C'est génial, toute cette énergie-là, puis qui arrive dans les régions, puis c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est un dynamo qui relance le dessus des régions. Puis tu as raison que vous frappez de la résistance, parce que vous frappez des cultures qui sont là depuis tout le temps. Vous arrivez de l'extérieur, jeunes, tout ça. Puis c'est normal que vous allez vous battre pour convaincre un peu. Mais moi, je vous encourage, il ne faut pas arrêter, là. Non, mais il ne faut pas arrêter. Un point important quand même, il ne faut pas non plus dire il n'y a pas de programme, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de volonté. C'est facile. Le succès qu'on vient de parler au Kamouraska, ça part d'un programme qui a été démarré et géré par la MRC de Kamouraska. Oui, c'était une volonté de le faire et ça l'a ri. Mais c'est ce que je dis. Ça a fonctionné, c'est merveilleux. C'est exact. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une volonté politique, municipale. Puis ils l'ont mis en action, puis ça a donné des résultats. Oui. Mais la différence, François, cependant, c'est que tous ces programmes-là, on ne les retrouve pas partout. Exact. Ah, mais non, et c'est ça que je déplore en ce moment. C'est ça que je dis, c'est que comme faut que les municipalités aient la volonté de vouloir aller vers là, tu sais. Justement, tu sais, ça c'est un exemple que je voulais ramener à la deuxième question, mais que je vais ramener tout de suite aussi. Saint-Camille en Estrie est un autre village parce qu'ils ont réussi depuis 2004 à faire venir 32 nouvelles familles, genre. Puis parce que puis ont vraiment des valeurs d'autogestion, de coopérative, parce qu'ils savent, et d'ouverture, parce qu'ils savent que le plus que les familles vont sentir qu'ils ont quoi à faire dans la municipalité, de s'impliquer dans la municipalité, puis de créer un tissu social, comme tu dis, va faire en sorte que ça en attire d'autres. Mais parce que la municipalité a mis ça de l'avant, parce qu'ils ont vu le problème justement de... Tout à fait, puis ils ont agi comme catalyseur. Je vais juste finir mon idée. Puis ils ont agi comme catalyseur. Ils ont fait en sorte qu'ils ont dit, bon, mais ça, c'est un problème, voici des solutions qui ont fonctionné, on va faire en sorte de les mettre en place, puis faire en sorte qu'on attire du monde. Mais c'est pas comme ça dans toutes les... Non, mais d'ailleurs, je pense que le rôle qu'on a en racontant ces histoires qui réussissent bien là, c'est de donner des idées à d'autres pour que ça se transplante ailleurs, puis qu'on sème ces bonnes idées-là. Puis il faut les amener sur notre... Je pense que c'est ce qu'on fait là actuellement, c'est important. Puis la question se pose, c'est comme comment est-ce qu'on fait pour mettre des pressions efficaces sur nos municipalités pour qu'il y ait ce soutien-là, pour que les municipalités qui ne le font pas fassent ça. Mais je peux te faire mon vieux mononcle, là? Peux-tu, là, un peu, juste une fois, là? Tout ça, c'est beau, puis ça déborde de bonne intention. Mais il y a des moments donnés où est-ce qu'il y a des réalités de municipalités qui ont très peu de potentiel, d'opportunités économiques réelles à offrir encore maintenant, parce que le modèle économique a changé pour n'importe quoi. Il peut arriver qu'on réussisse à remettre en valeur des choses. Là. Absolument, ça arrive. Mais il y a des endroits où est-ce que c'est vraiment plus limité, et je veux qu'on se garde, parce que j'ai vu ça trop souvent, moi,
qu'on vende nos régions, puis qu'on vende nos couchers de soleil, puis qu'on vende notre beau milieu à des jeunes qui arrivent ici en étant certains qu'ils vont se trouver une job, puis être un engrenage important dans la société, puis qu'en réalité, ils viennent ici, puis on n'était pas prêts à les accueillir. On n'avait pas de vraie opportunité. Puis là, ils se sont pétés la gueule, puis ils ont été déçus. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait enivrer dans nos beaux couchers de soleil, puis on n'a pas eu la responsabilité de développer ce que ça prenait pour les garder, ces familles-là. C'est de réelles opportunités d'économiques ou de job ou de n'importe quoi, d'implication, d'engagement. Oui. Et c'est parfait parce que ce sera justement le deuxième sujet de discussion dans cette émission. On a fait le lien logique. Dans un instant, le segment, la nouvelle qu'on avait de Pogner dans les dents avec Louis-Philippe Gélineau-Busque et François Gendron. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de service. Comme à chaque épisode de La Meute, on a un segment qui s'appelle La nouvelle qu'on a de Pogner dans les dents. Une nouvelle finalement qui mérite plus d'attention médiatique ou un autre type d'attention médiatique qu'elle a reçue. Et autour de la table, j'ai François Gendron et Louis-Philippe Gélineau-Busque. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour, ça va bien? Oui, ta première présence à La Meute, on l'attendait depuis longtemps. Ah oui, je me sens vraiment bien à l'aise. Et pour moi, je suis nerveux, là. Tu devrais. Pour te dérouler le tapis rouge, ouais. je vais te demander quelle nouvelle as-tu choisi de... Oui, absolument. Moi, il y a une nouvelle qui a passé à Radio-Canada il y a peut-être 3-4 jours. Puis on dirait que ça a pas... on n'en a pas entendu parler beaucoup. Donc, en fait, moi, c'est pas une nouvelle de pogner... J'avais une blague aussi à faire. Là. Moi, c'est pas une nouvelle de pogner dans les dents, c'est une nouvelle de pogner dans le côlon. Parce que c'est une nouvelle qui me fait chier. OK, c'est assez direct. J'avais-tu le droit de dire ça à la télé? On fera avec, c'est tout. Au pire, on rajoutera un petit bip. La nouvelle que j'ai choisie, c'est la moitié de la richesse sur la planète est détenue par 1% de la population. Donc, à toutes les années, ça s'empirait. Mais là, on a comme cette année atteint le point symbolique du 50%. Puis, juste pour finir la nouvelle, donc le 1% de la population détient 125 000 milliards. OK? Puis, c'est beaucoup d'argent. En fait. C'est beaucoup d'argent. Et, tu sais, des fois, pour finir avec ma nouvelle, je trouve que c'est... admettons, il y a des gens qui ont des discours un peu anticapitalistes ou, tu sais, dans cette socialiste... et tout ça, même anarchiste. Puis, je trouve que quand on reçoit des nouvelles comme ça, ben, je pense qu'il faut justement que les mentalités changent beaucoup plus vers la gauche pour balancer ça. Parce que quand tu as une population de 1% qui détient la moitié des richesses, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par la droite qui a amené à ce qu'il y a un déséquilibre comme ça. Là. Et c'est le déséquilibre, parce qu'on le sait, plus la richesse est redistribuée, plus la longévité augmente, plus les conditions sociales s'améliorent, moins il y a de criminalité aussi. C'est ce qu'on appelle l'indice du succès, l'indice qui nous permet de savoir si on vit dans un monde qui est peut-être un peu plus juste et de savoir justement qu'on a dépassé cette frontière-là, ou du moins ce seuil très symbolique-là. C'est pas beaucoup plus pire aujourd'hui que ce l'était il y a 3 jours. Ouais. Mais ça nous... Mais moi, juste pour finir, là, je me demande comme à combien de pourcents que le 1% va détenir, que là, on va dire, bon, là, je pense que c'est trop, tu sais. Que là, c'est vraiment injuste, tu sais, parce que déjà là, moi, je pense que c'est catastrophique, là. Mais bon, on dirait que la vie continue. Puis allons écouter Star Academy ou une game de hockey, peut-être. C'est peut-être un peu difficile dans le cadre des élections fédérales aussi de faire passer un sujet comme ça. De ton côté, François, quelle nouvelle, selon toi, méritait plus d'attention ou une autre attention? Bien, une non-nouvelle, c'était pas une nouvelle, c'est juste un sujet que je trouve qu'il a juste pas assez d'attention, puis que c'est un sujet qui est intéressant pour notre milieu, notre région, dans le coin où on vit. En fait, pour les régions, au Québec, on en parlait tantôt, on fait un beau lien. Puis c'est une chose qu'on ne connaît pas. Si je vous dis... hey, le réseau des CCTT québécois, c'est vraiment un atout pour le développement économique des régions. Une gang qui va me regarder avec des yeux de poisson frits, parce que CCTT, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis à peu près personne ne le sait.
puis je vais le dire tout de suite, CCTT, c'est Centre collégial de transfert technologique. Puis avant que j'oublie de le dire, il y en a 47 au Québec. Puis là-dessus, il y en a 4 qui ne sont pas technologiques, qui sont plutôt économie sociale. En tout cas, ouais, qui s'intéressent à des choses. En fait, les centres collégiaux de transfert technologique travaillent dans le beau domaine de l'innovation. L'innovation, ça, c'est une nouvelle. Hein? Oui, bien... Ça, c'est une nouvelle. L'innovation. On a besoin d'innovation, voilà. de l'innovation, on en parle beaucoup, mais il faut la faire. Puis des fois, on pense que l'innovation, c'est quelqu'un qui fait un scientifique à l'université qui découvre un nouveau microbe ou une nouvelle molécule, puis qui vend un brevet, puis qu'après ça, bon, il y a des 1% de riches qui vont aller développer de quoi avec ça pour être plus tout seul dans le gang. C'est écrit ici, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais c'est pas juste ça. C'est en fait beaucoup, quand on vit particulièrement dans un milieu, un tissu économique de PME comme le nôtre, c'est beaucoup plus l'innovation de procédés. Trouver une nouvelle manière de faire, pas nécessairement inventer un nouveau produit, mais trouver une nouvelle manière de mieux faire quelque chose, adapter un produit, adapter un équipement, et on appelle ça incremental innovation en anglais, c'est de procéder. Et ça, c'est le niveau qui n'est pas le niveau de la science fondamentale, de la science universitaire, mais qui est le niveau de la science appliquée. Là, on rentre dans le domaine donc, des technologies appliquées, puis quand on met ça dans notre réalité, au niveau institutionnel, c'est collégial. C'est là que ça se passe. C'est là, en fait, au niveau collégial, où tu as des collèges, des cégeps au Québec, qui ont développé des compétences d'expertise particulières. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est de valeur que ça reste là, rien que pour l'enseignement, parce qu'en réalité, ça peut mailler avec le milieu, puis faire un effet de cascade en transfert technologique dans les entreprises pour leur permettre d'être plus performantes, puis par rapport à la compétition mondiale, par rapport à tout ça, si on veut. Et le modèle des centres collégiaux de transfert technologique qui existe depuis 25 ans au Québec, et chacun des 47 centres a un créneau d'expertise nationale. Ils ne sont pas en compétition, ou pas trop, entre les autres. Des fois, il y a des créneaux qui se chevauchent un peu, mais tu vas en avoir un qui va être en optique photonique, tu vas en avoir un qui va être en emballage alimentaire, tu vas en avoir un qui va être en... Puis ils sont accessibles à toutes les entreprises du Québec. Il y a un crédit taxe de 40 qui s'applique à tous les honoraires qui sont dispensés par un CCTT, qui sont tenus d'engager les professeurs du cégep auquel ils sont affiliés. Alors, un cégep peut développer une expertise et l'amener en CCTT. La formule a été inventée dans notre région. Elle a été inventée à la Pocatière avec le Centre de technologie physique, qui a été le premier centre collégial de transfert technologique au Québec. Puis, ben, en fait, ils ont décidé, ils ont vu l'expérience intéressante. Ça a été systématisé puis reproduit à grandeur du Québec. Il y en a ici dans la région. Bien, il y en a 3 à la Pocatière, en fait. C'est la seule ville au Québec où il y a 3 CCTT. Mais bon, c'est parti de l'autre. Mais il y en a à Matane, il y en a à Rimouski, il y en a, évidemment, il y en a dans la région de Québec, mais il y en a à grandeur du Québec. C'est ça qui est important, c'est parce que souvent, on est loin de l'université la plus proche dans nos milieux. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources. Et c'est là qu'on peut aller trouver des ressources qui sont, eux autres, en mode beaucoup plus proche de la réalité de l'innovation de procédés qui touche les PME. Donc, c'est un service accessible pour le niveau d'innovation qu'eux font. Et ce maillage-là est excessivement important. On ne l'utilise pas assez, puis il est présent à grandeur du Québec. Donc, je voulais faire beaucoup de chapeau au réseau Transtech, ça s'appelle comme ça, puis inviter, s'il y a des gens d'affaires qui se posent des questions, où est-ce que je peux trouver de l'expertise accessible à 40 de crédit fournie par le système public d'éducation québécois qui va chercher le meilleur? Ben, c'est là. C'est une longue question, mais advenant que quelqu'un se la pose... On va mettre le site web en bas de l'écran. D'accord, merci. Ça pourrait être une idée. Tu vas t'en occuper. Mais dans ce cas-ci... J'ai pas de cote, là. Non. Mais dans ce cas-ci, c'est l'exemple parfait que parfois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Là. Oui, mais il y en a ailleurs. Oui, oui. C'est parti. Et de mon côté, la nouvelle que j'ai ressortie... elle n'est pas d'ici, cependant, c'est à Oslo qui a décidé que d'ici 2020, il n'y aura plus d'automobiles dans le centre-ville de la capitale, ce qui devrait permettre de baisser drastiquement les émissions en gaz qui sont à effet de serre. Mais là où ça devient très intéressant... Des gaz qui puent. Oui, des gaz qui puent. Et là où ça devient très intéressant... Au début, on parle de pète, là? Non, c'est toi qui as... Ah, vas-y, excuse. Non. Donc, voilà, on parle de gaz à effet de serre, mais là où ça devient intéressant, c'est que la Norvège a longtemps dépendu, il dépend encore de son exploitation pétrolière en côte du pays, et de voir ce pays-là
quelques jours avant le sommet de Paris, à la suite de la Suède qui a pris des mesures similaires, décidé de, un objectif dans 5 ans et qu'ils vont probablement atteindre. Ils n'ont pas choisi dans 25 ans, ils vont vraiment rapide. Là. Voilà, maintenant... Et puis la population pèse là-bas pour ça aussi. Beaucoup. C'est important. Ouais. Beaucoup. C'est différent la mentalité. Oui. Voilà, donc... un petit pouce levé bien haut à Oslo et à la Norvège qui va faire ces changements. Toi, tu n'as plus le droit de rajouter quoi que ce soit à l'écran, là, t'as atteint ton quota. Le monteur va cap. Dans un instant, le deuxième sujet de discussion, cette fois-ci, on parle des nouveaux arrivants et est-ce qu'on est capable de bien les accueillir au Bas-Saint-Laurent. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de service. Pour ce deuxième segment de cet épisode de La Meute sur la démographie, on se pose la question, les nouveaux arrivants, comment est-ce qu'on devrait les accueillir pour qu'ils restent, évidemment? Et pour discuter de cette question-là, j'ai Louis-Philippe Gélineau-Busque avec moi. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. Et Alissa, encore une fois. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me tourner encore une fois, vers toi Louis-Philippe, parce que c'était ta première émission, c'était un baptême de feu, on te met de la pression sur les épaules. Est-ce qu'on fait tout ce qui est possible pour bien accueillir les personnes qui décident de venir s'installer au Bas-Saint-Laurent, selon toi? C'est comme vous avez parlé plus tôt, c'est selon chaque place, en fait. T'sais. Est-ce que Rivière-du-Loup fait une bonne job? Est-ce que Kakuna fait une bonne job? Est-ce que Saint-Cyprien, etc.? Fait que moi, ce que j'ai vu, je peux juste parler de où j'habite, à Kakuna, par exemple, puis j'ai pas l'impression qu'on fait comme la meilleure job pour amener le monde en région. Puis pour avoir, mettons, rencontré la mairesse de l'Île-Verte, qui, elle, a vraiment une vision qui voit qu'il y a vraiment un gros problème par rapport aux jeunes, puis qui va mettre en place qui veut changer pour amener un secteur de tiny house, de mini-maison. Bien ça, pour moi, c'est une action qui dit, il y a une jeunesse qui est différente des plus vieux, qui a des besoins différents, qui a un style de vie différent. Puis, il faut trouver une façon de les accueillir, puis de changer certaines règles. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais que des fois, admettons, en agriculture, il y a des lois qui nuisent à la relève des jeunes qui voudraient se partir. Mais c'est la même affaire pour se construire une maison. Tous les règlements, là, le code du bâtiment, tout ça, c'est vraiment intense que dès que tu veux faire de quoi qui est écologique, on ne te le permet pas parce que le code du bâtiment... il te bloque, mais les municipalités peuvent le changer. Oui. Ils peuvent changer certains critères, comme inviter des gens à construire des plus petites maisons qui sont standards. C'est un exemple. Fait que ça, c'est un des aspects de pourquoi les jeunes ne reviennent peut-être pas en région. C'est qu'ils ne sont pas accueillis en facilitant. Puis ce qui est intéressant de ce que tu dis par rapport à ton exemple de l'Île-Verte, c'est qu'elle entend les jeunes, elle les écoute, tu sais. Elle se dit, tu sais, les tiny homes, les mini-maisons, tu sais, si tu avais parlé de ça il y a 10 ans, c'était pas du tout quelque chose qui était connu, ni est-ce qu'il faisait partie d'un projet ou des projets des gens de notre génération, tu sais, ou de la génération avant nous, genre. Mais maintenant, c'est en train de devenir de plus en plus des projets. Tout, dans le fond, se construit par rapport à des projets. Pourquoi est-ce que des jeunes voudraient aller en région? C'est pour pouvoir avoir la liberté de construire leur projet. Et d'essayer de voir c'est quoi les avantages aussi qu'on a d'aller en région versus habiter dans des milieux de vie plus urbains. Souvent, en tout cas, moi, c'est pour ça, personnellement, que j'ai fait le saut d'aller vivre en région, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. Il y a une qualité de vie qui est là, qu'il n'y a pas dans un mode urbain. Pour pouvoir développer ses projets, pour pouvoir construire sa vie dans une idée plus long terme, puis se dire comme qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec mes capacités, avec mes compétences, avec mes rêves. Puis quand tu arrives en région, tu es comme wow, OK, là j'ai full de possibilités parce qu'il y a plein de territoires, il y a un mode de vie qui est sain. Puis justement, si tu as une municipalité qui est à l'écoute de ça, qui se dit, OK, genre,
voici où est-ce qu'eux, ils sont rendus. T'sais. Voici ce qu'eux ont envie d'implanter, puis que ça pourrait fonctionner. T'sais. Si on leur donne les outils, si on leur donne les ressources pour pouvoir monter ces projets-là, c'est sûr que peut-être pour certaines personnes, ça a l'air complètement fou, tu sais. Jamais pensé pourquoi tu voudrais vivre dans une maison aussi grosse que ta cuisine, tu sais. Mais s'il y a une demande de ça, s'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de vivre de manière plus écologique, plus alternative, pourquoi est-ce que les municipalités ne sont pas à l'écoute de ça? Sauf que ça soulève une question relativement importante. Vous avez une vision peut-être du monde qui est un peu plus, justement, écologiste, qui est un peu plus branché sur un certain mode de pensée. Mais si je veux construire un environnement qui peut accueillir tout le monde, tant ceux qui pensent comme vous que ceux qui ne pensent pas comme vous, qui sont un peu moins Don Quichotte, qui partent contre les moulins à vent et qui veulent peut-être justement une maison où ils cherchent un endroit où élever une famille, où il va y avoir peut-être un peu moins de pollution, où il va y avoir un rythme de vie un peu plus lent, mais qui sont moins motivés par cette vision du monde-là. Comment est-ce qu'on réussit à concilier ces deux réalités-là? Mais en même temps, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis ça revient un peu avec la nouvelle que tu as apportée tantôt aussi, de comme où est-ce que tu as 1% qui ont 50% des ressources sur la planète. C'est que, veut pas, on est obligé de faire un virage vers quelque chose de plus alternatif, de plus écologique, et aussi qui demande de moins en moins de devoir consommer. Tu sais, comment est-ce qu'on fait d'avoir des modes de vie qui sont de plus en plus basés sur une décroissance. T'sais. Puis la région, elle peut offrir ça parce que justement, tu n'as pas besoin de quand tu arrives en région, tu as le bien-être, tu as les gens autour de toi, tu as un sens de communauté. T'sais, moi, maintenant, quand je marche dans les rues à Trois-Pistoles, les gens, ils me disent « bonjour », ce qui n'arrive pas à Montréal. T'sais. Et de là, justement, le fait d'être nourri par un tissu social, d'être nourri par des choses autres que juste la consommation, fait que justement, j'arrive à décroître, à moins dépenser, à être dans un mode de vie qui est de plus en plus alternatif, qui s'éloigne justement de les propriétés capitalistes, puis le fait qu'on embarque dans un engrenage. La région permet à des gens qui ont envie de sortir de ce mode de vie consommateur et vraiment, vraiment, vraiment capitaliste, de devoir sortir de ça, puis de construire ces alternatives-là. Puis moi, personnellement, peut-être parce que, oui, je suis biaisée par le fait que j'ai ces valeurs-là vraiment à cœur, mais je crois que si on met en place des possibilités pour que ces gens qui ont ces mêmes valeurs-là, c'est ces personnes-là qui vont investir la région de manière intéressante et au niveau durable, tu sais, vraiment dans quelque chose de comment est-ce qu'on va investir la région, pas juste pour moi puis ma famille aujourd'hui, mais pour moi et ma famille et les générations à venir, tu sais. Et ça, c'est vraiment important quand tu penses à comment est-ce que quand tu veux déménager en région. Tu as beaucoup de monde de Montréal qui sont tannés de la grande ville, qui sont tannés du trafic, qui veulent changer leur mode de vie. Puis la région, ben ça peut leur amener justement ce calme-là que par exemple, Rivière-du-Loup, ou les autres municipalités autour. Mais il y a plein de raisons. Tu sais, je sais que toi, comme tu voulais nous amener peut-être plus vers des familles qui ne sont pas environnementalistes, qui veulent sortir des grandes villes, admettons. Comment on fait pour les amener dans notre région? Bien, c'est en fait comment est-ce qu'on crée, encore une fois, un climat qui va satisfaire pas tout le monde, mais qui ne va pas être réducteur à une manière de penser qui est similaire à celle de Lisa. Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être la fibre entrepreneuriale ou qui ont une manière de penser un peu différente, qui vont vouloir trouver leur place en région aussi. Je pense que c'est d'offrir des services de toutes sortes, que ce soit l'éducation, du travail, de la culture, de l'environnement, de la nature, tout ça. Puis, je pense que chaque place doit regarder c'est quoi leur force, puis d'axer vers ça, tu sais. Quand tu as une petite municipalité, moi je vais parler de Cacouna parce que j'habite là, qui est sur le bord de l'eau, je comprends pas qu'on ne développe pas tout ce côté-là. Mais c'est parce qu'il y a des forces au niveau municipal ou de gens qui ont des actifs là-bas qui veulent que ça vire plus industriel. Mais virer ça touristique, un peu comme le Kamouraska l'a fait, puis il va y en avoir du monde qui va venir s'installer à Cacouna. Moi, je suis allé m'installer à Cacouna, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vie, puis tu sais, c'est pas pour chialer, mettons, sur le restaurant, mais le restaurant fait pas amener du monde non plus. Tu sais, il faut changer un peu les façons de faire aussi. Là. Amener ça, il y a une question de mentalité là-dedans.
puis d'ouverture d'esprit, je pense. Puis moi, vendredi prochain, je participe à un 5 à 7 que c'est le Club Emploi Carrière qui organise, qui est Place aux jeunes, si je ne me trompe pas. Le but, c'est de prendre des jeunes un peu partout, puis de les amener visiter Rivière-du-Loup. Ils ont une fin de semaine, si je ne me trompe pas, je n'ai pas tout regardé, mais ils ont une fin de semaine qui est payée, puis qui vont visiter une couple de places. Ils vont rencontrer des gens qui sont dans leur domaine. Ceux qui s'inscrivent, ils expliquent un peu en quoi ils étudient tout ça. Puis là, ils viennent rencontrer des gens qui pourraient peut-être leur donner des offres d'emploi ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est une autre façon aussi d'amener des gens à venir s'intéresser à la région. Parce que ça devient intéressant parce que dans les deux cas, vous n'étiez pas dans la région il y a quelques années. Entre autres, toi, Louis-Philippe. Moi, c'est l'amour. Moi, c'est l'amour. Toi, c'est l'amour qui t'a amené en région? Oui. Bien, on a peut-être la solution, finalement. Il faut s'organiser pour que tout le monde tombe en amour, puis il n'y en aura plus de problème. Bien, c'est niaiseux, mais comme une vie culturelle active dans une région va faire en sorte que les gens vont vouloir venir s'installer. Parce que tu as des choses à faire. Il y a beaucoup de monde à Montréal qui reste là parce que leurs amis sont là, parce qu'il y a des activités à faire. T'sais. Fait que nous, c'est un peu ça aussi. Dans le fond, moi, je fais partie d'un OBNL qui est là pour accueillir les gens en région puis démontrer aussi qu'il y a des possibilités puis il y a des choses sur lesquelles s'accrocher. T'sais. Puis le fait d'avoir un environnement social, d'être capable de monter tes projets puis sentir que tu es appuyé par d'autres personnes autour de toi, fait que comme tu as plus une volonté de vouloir aller dans ce coin-là parce que tu as des amis, tu as des activités, tu es occupé. Il y a beaucoup de monde qui ont peur d'aller en région puis de se retrouver isolé aussi. Il y a beaucoup ça. Mais en fait, j'allais te poser la question. Toi aussi, tu as décidé de revenir dans la région. Comment est-ce que s'est passé ton retour? Comment est-ce que tu as été accueilli? Est-ce que tu étais encore bien enraciné ou il a fallu que tu travailles pour reconstruire ce tissu social-là? Mais je pense que c'est une partie des deux. Ça fait pas super longtemps que je suis revenue. C'est pas ma région natale non plus. C'est sûr que nous, on est débarqués à 20. Fait qu'on est 20 jeunes à débarquer en même temps. Fait que c'est comme un peu ce que François avait mentionné dans la première question, c'est du changement, tu sais, fait qu'on confronte la population avec ce changement-là, puis on arrive avec nos valeurs puis un peu ce que j'amenais tantôt aussi par rapport à des valeurs écologistes qui sont anticapitalistes aussi, qui sont extrêmement choquantes, je pense, pour beaucoup de personnes, tu sais. Mais le point que je voulais faire avec ça, c'est qu'on essaie aussi d'amener une question de comme, oui, en effet, ça peut sembler réducteur de penser de la manière que nous, on pense sur qui est-ce qu'on veut attirer en région. Mais quand tu as le développement qui s'est fait, surtout par rapport à nos ressources naturelles qui sont faites par des industries, par le gouvernement, l'espèce de la notion d'employabilité qui fait que des projets de oléoduc passent, genre, parce que justement, ça l'amène des emplois en région. Toute cette construction-là de l'industrie, je pense que c'est ça qui est intéressant d'avoir des jeunes comme nous qui arrivent en région, c'est de déconstruire ça, puis c'est de se poser la question comme comment est-ce qu'on peut avoir une autonomie régionale, t'sais? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque municipalité n'est plus dépendante des emplois que le gouvernement ou que les industries, les multinationales nous créent chez nous, mais comment est-ce qu'on peut nous-mêmes créer notre propre circuit, notre propre marché à nous, t'sais? Tout ce qui reste et revient dans le local, on n'arrête pas de le dire. On le voit partout dans les rues, partout dans des annonces locales, visées locales. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment s'attaquer à la racine du problème, qui est l'employabilité puis les industries sur lesquelles on dépend pour nous donner des emplois, tu sais. Fait qu'il faut quand même que tu aies des gens qui sont motivés, qui sont prêts à remettre en question complètement le fonctionnement de notre société. Puis si tu fais en sorte que tu attires et tu donnes des possibilités à ces personnes-là de déménager en région, bien, tu vas avoir des choses qui vont bouger de manière beaucoup plus radicale. Peut-être ce mot-là aussi vous fait peur, mais ça reste que radical veut dire à la racine de, et donc d'aller à la racine du problème qui est le système et la manière dont le système fait vivre les gens en région. Bien, si on s'attaque directement à ça, puis qu'on amène justement des solutions par rapport à comme nous, on peut être indépendant, on peut être beaucoup plus autonome du gouvernement qu'on a en ce moment, bien là, déjà, on est en train de faire avancer les régions de manière vraiment plus intéressante. Mais ce modèle-là est assez particulier. Tu dis que tu es venu avec 20 ou 19 autres personnes.
ça crée quasiment un comité d'accueil sur place qui est avec toi. C'est un peu intéressant. C'est ça le but. Mais cette réalité-là, c'est pas tout le monde qui la vit. Tu vois, moi, je me suis installé dans la région très récemment. Je suis arrivé seul, ou même chose pour Louis-Philippe, qui est arrivé à cause de l'amour. On le mentionnera. Je suis arrivé avec 19 hamsters. Hein. 19 hamsters, bon. Je n'étais pas tout seul. Non, ben, on peut amener ces animaux de compagnie, mais il y a peut-être d'autres modèles. Mais là où ça devient intéressant, c'est d'instaurer cette dynamique-là, d'instaurer un réseau qui soit capable. Mais des 20 personnes, des 19 qui sont venues avec toi, combien sont repartis? Combien sont restés? Mais là, on est tous là. Là, vous êtes encore tous là. Oui, on est tous là parce qu'il y en a qui vont à l'école à Rivière-du-Loup, il y en a qui vont à l'école à Rimouski, il y en a qui, justement, cherchent à créer leur entreprise locale sur place. Ça prend du temps. Et de là, ça aussi, la municipalité ne nous laisse pas le temps. T'sais, on a beaucoup de pression de devoir rentrer sur un poste de travail tout de suite. T'sais. Alors que bien, ça prend du temps de connaître la région, connaître les gens, former des contacts, former ton expertise, former une clientèle, tu sais. Puis tu sais, on nous donne pas les outils non plus pour pouvoir monter ces choses-là, tu sais. Fait qu'on fait face à beaucoup de défis quand même, mais en même temps, puis de là aussi ramène le mode, à quel point c'est intéressant le mode coopératif, tu sais. Puis tu peux être 20 comme tu peux être 4, tu sais. Mais ce qui fait que ton entreprise ou ton OBNL ou ton projet ne dépend pas d'une seule personne, fait que le fait d'avoir un groupe autour d'un projet amène énormément de force. Mais là où ça devient, encore une fois, particulier, c'est que si je me tourne vers toi, Louis-Philippe, lorsque tu t'es arrivé, toi, tu as été immergé, puis tu t'es intégré à un cercle social déjà en place, n'est-ce pas? En fait, moi, je suis venu étudier à Rivière-du-Loup comme électricien. Puis les 2 premières années que j'étais ici, j'avais juste hâte de m'en aller, en fait. Parce que je n'étais pas avec j'étais pas dans un cercle d'amis qui... J'étais plus avec des gens avec qui j'étudiais, tu sais, puis c'était pas nécessairement des amis. Puis c'est quand j'ai découvert qu'il y avait une vie culturelle que là, j'ai commencé à aimer la région. Moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis retrouvé à Rivière-du-Loup à vouloir rester. Puis avant d'arriver à Rivière-du-Loup, j'habitais à Montréal. Puis quand tu habites à Montréal, c'est comme si le reste du Québec est vide. Hein? Donc, pour vrai, là, moi, j'avais une vision du Québec, là, puis mes amis ont la même vision. Ils font des blagues là, à Rivière-du-Loup comme si on n'avait pas encore Internet. Là. Fait que tu as l'impression que c'est juste autour de Montréal puis Québec, puis le reste, là, c'est juste des fermes. Là, quand c'est vraiment pas le cas. Mais il faut que tu aies un genre de déclic à venir visiter la région puis de la connaître. Puis tu sais, comme avec la rumeur du loup, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire, c'est quand on me dit, bien, on est venu visiter Rivière-du-Loup, on a vu la rumeur du loup, on a vu qu'il y avait plein de choses qui se passaient, puis on a décidé de venir vivre là à cause de ça. Ben ça, c'est cool, là, tu sais. Puis c'est ça. Moi, j'ai pas de conclusion à ça. Et là où on voit justement la particularité, c'est que malgré le fait qu'à des moments relativement similaires de votre vie, vous avez décidé d'élire domicile ici, toi, tu as dû t'intégrer et t'immiscer dans un cercle social. Ouais. Mais toi, tu es arrivé avec le tien, indirectement. Oui. Mais dans les deux cas, il y a une pertinence à avoir ce tissu social-là pour s'approprier mais un oui, lieu. puis il ne faut pas oublier que nous, on s'intègre aussi. On Oui, a un absolument. effort d'intégration qui est quand même très, très fort. On met des sacs de patates et on va voter. On s'intègre. Mais c'est juste que ça l'aide, tu sais, parce que veux pas, tu arrives en région, puis ben justement, t'es tout de suite, le monde, ils se connaissent, tu sais. Puis là, t'arrives, puis t'es l'étranger ou l'étrangère, tu sais. Puis tu peux faire face à énormément de préjugés, tu peux faire face à beaucoup de fermetures sur comment est-ce que t'es habillé, tu sais. Simplement comment t'es habillé, tu sais. Nous, on se fait juger constamment sur comment est-ce qu'on est habillé. Est-ce que tu t'es fait juger comment tu riais? Oui. Mais tu sais, ce qui fait que comme c'est pas nécessairement évident d'établir un dialogue avec tout le monde, tu sais, mais le fait d'être un groupe, mais la raison aussi pourquoi j'aime ça, c'est que c'est vraiment pour vanter le mode coopératif en tant qu'entreprise, en tant que projet, en tant que n'importe quoi, tu sais, c'est que si t'es plusieurs à être ensemble dans quelque chose, c'est là que t'as un rapport de force, mais aussi qui fait que comme, c'est ça qui fait que t'as d'autres mondes qui vont venir aussi parce que t'es en train de montrer un modèle intéressant
qui fait en sorte que ben, ton projet, il va prendre forme dans la région en tant que telle, tu sais. Dans les deux cas, c'est une question de facteur humain. Beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour discuter de sommes-nous bien équipés pour recevoir ces nouveaux arrivants. Une chose est certaine, ça passe par les êtres humains qui sont là pour serrer les mains, accueillir et présenter une région. Dans un instant, la chronique culturelle avec Alexandre Villeneuve. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de service. Comme pour chaque épisode de La Meute, on finit avec une chronique culturelle. Et pour cette émission, j'ai Alexandre avec moi. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. 3 sujets, encore une fois, que tu voulais effleurer lors de ta chronique. Ouais. On commence avec un atelier de menuiserie drôlement spécialisé. Allons-y comme ça. Dans le fond, c'est... connais-tu les agents MADA? Je ne connais pas les agents MADA. C'est des agents métropole amis des aînés. Donc, les municipalités, les MRC peuvent décider d'avoir un agent MADA pour développer des activités pour les aînés, les retraités. Donc, tout ce qui est 50 ans et plus. L'agent MADA de Rivière-du-Loup a décidé de développer un atelier de menuiserie pour les hommes de 50 ans et plus. Ça se situe où est-ce qu'il y a la maison entre jeunes, donc derrière le skatepark, tout à côté de l'Arena Premier Tech. Puis, dans le fond, ils se sont équipés d'instruments pour que les hommes puissent travailler le bois ensemble. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui concerne que les hommes. Les objectifs de cet atelier-là, c'est de briser l'isolement. On sait aussi que la génération des hommes de 50 ans et plus, bon, c'est pas nécessairement des hommes qui vont parler beaucoup. Je pense que ce moment-là, en fait, tout ça pour dire que j'ai eu un coup de cœur pour l'atelier. Je trouve ça super beau. J'aime le bois. Je trouve ça trippant qu'il y ait des gens qui travaillent le bois ensemble puis que ça soit adressé spécifiquement aux hommes. Je trouve ça super beau. Comment tu as réussi à le découvrir, cet atelier-là? Par l'entremise de mon cours en voie de sortie municipale en loisirs. Dans le fond, on visite toutes sortes de trucs. Donc, les agents MADA, évidemment, on connaît ça en loisirs parce qu'on peut être appelé à postuler pour ce genre d'emploi. Et quand même, une belle manière pour une génération qui a justement, comme tu le dis, tendance à être pas refermée sur elle-même, mais c'est pas une génération qui chiale. Oui, mais c'est... c'est ça. Puis la génération de... Ben, je trouve, là, c'est pas tant culturel ce qu'on dit là, mais je trouve que les hommes de mon âge ont plus une facilité à communiquer. Puis si je regarde mon père, mes oncles et tout ça, il y a des sujets à ne pas parler, il y a des choses qui sont très, très personnelles. Fait que je trouve que c'est du développement social et culturel. Je trouve ça beau, c'est communautaire. Ouais, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Et leur faire, encore une fois, un petit pouce dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Deuxième sujet, cette fois-ci, bibliothèque, des livres, mais autrement. Oui. Coup de cœur aussi pour la bibliothèque Françoise Bédard à Rivière-du-Loup, à la Maison de la Culture. Premièrement, l'animatrice qui s'appelle Isabelle Moffett, qui s'occupe de la bibliothèque à Rivière-du-Loup, s'est dit, bon, on va briser les espèces de cadres qu'on fait dans les bibliothèques normalement. C'est silencieux, il ne faut pas parler. Non, une bibliothèque, c'est vivant, c'est coloré, on a le droit de parler, on échange, on découvre, tout ça autour du livre. Donc, il y a vraiment un cadre qui s'est brisé dans cette bibliothèque-là, puis c'est super. Il y a une programmation qui sort à chaque année. Il y a des gens qui jouent au Scrabble, il y a des ateliers pour les enfants. Dernièrement, il y a eu une conférence sur l'artiste Renaud. Il y a des conférences, des conteurs, il y a des ateliers de tout genre. Et il y a aussi quelque chose de bien particulier. Connais-tu l'histoire du chat Dewey? Non, je ne connais pas l'histoire du chat. C'est un chat aux États-Unis qui a été mis dans une chute à livres. Puis, il a été abandonné là. Puis, il y a un livre qui est écrit là-dessus. Tu iras lire ça. Ben oui, on l'écrit tout de suite. La bibliothécaire en Iowa, je crois, a décidé de garder le chat puis de le faire vivre dans la bibliothèque.
Puis, ils ont dénoté des bienfaits incroyables d'avoir un animal dans la bibliothèque qui se promenait sur les étages, les enfants le flattaient, les gens lui racontaient des histoires. Bien, à Rivière-du-Loup, il y a un lapin qui s'appelle Mo. Okay. Puis sur le site de la page de la bibliothèque Françoise Bédard, on voit des photos, il est croquant, là, il est vraiment trop beau. Oui, mais il ne faut pas trop le croquer non plus, là, parce qu'on veut le garder. Les choix gastronomiques, on veut le garder. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Puis Isabelle, l'animatrice, elle me racontait que il y a des gens qui racontent des histoires à ce lapin-là, donc il y a un aspect de zoothérapie un petit peu que ça apporte. C'est sûr que les enfants, ils trippent, les classes qui visitent la bibliothèque, écoute, Monsieur Mo, on a envie de le rencontrer. Fait que c'est ça, encore un petit plus pour la bibliothèque. Je pense que c'est un milieu vivant à découvrir. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que pendant plusieurs générations, pour avoir accès à l'information, il fallait se rendre à la bibliothèque, il fallait se rendre aux archives. Ouais. Donc la bibliothèque n'avait pas besoin de se vendre autant. Non. Le monde allait venir pour trouver des livres. Exact. Mais maintenant, on a accès à l'information partout. Oui. Et ça donne des bibliothèques qui se repensent, qui deviennent des lieux de rencontre, des lieux d'échange. La nouvelle bibliothèque d'Halifax, qui est exceptionnelle, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois à peine, est exactement l'exemple parfait où, dorénavant, il faut créer des lieux de rencontre. Il faut créer des lieux d'échange et d'information. Mais les sociétés évoluent, fait qu'il faut que la culture évolue avec aussi. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve ça beau. C'est pour ça que je trouve que c'est un coup de cœur. C'est que on est vraiment au goût du jour, puis on répond vraiment aux besoins de la clientèle, finalement. Donc, oui, c'est un nouveau lieu repensé, puis c'est vraiment super. Et finalement, suggestion musicale ben oui, au goût de Bas-Saint-Laurent dans la gueule. Dans la gueule, certain. C'est le band Divan-Lit. C'est des jeunes de la région qui ont fait un CD l'année dernière, qui ont sorti un nouveau vidéoclip qui va être sur leur prochain CD. Divan-Lit, j'ai-tu dit le nom? Oui, Divan-Lit, c'est le nom du groupe? Oui, c'est le nom. Divan-Lit, c'est ça? Divan-Lit. Je pense que c'était Divan-Lit que tu m'as dit. Je pense On que va regarder c'est l'enregistrement. En tout cas, excusez-moi si j'ai oublié de dire le nom, mais je pense que c'est Divan-Lit. OK. Puis, le titre du single, c'est Au fil du temps. Le vidéoclip est vraiment trippant. Ils sont comme avec des bains un petit peu partout dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'ils se sont vraiment laissés aller dans leur imaginaire. C'est vraiment le fun de les voir. Le vidéoclip est super professionnel. Fait que j'invite les gens, dans le fond, à aller visionner ça. Le single est disponible sur Bandcamp, donc divanlit.bandcamp.com. Puis, ça a sorti le 5 octobre. Fait que c'est tout récent. Puis, c'est en voie de prendre de l'expansion, tout ça. La musique qui met en valeur notre région, qui met en valeur nos paysages. C'est pas nos artistes, mais Non, c'est nos artistes. C'est nos artistes. Divan-Lit m'appartiennent personnellement. Exactement. Un contrat. Ils t'appartiennent. Oh, je les ai achetés, oui. Oui, non, c'est ça. Ben, je pense que c'est important de sur le plan culturel, je pense que c'est important, oui, d'ouvrir les œillères, d'aller ailleurs, de s'informer de ce qui se passe ailleurs, mais c'est aussi important d'utiliser nos ressources, de les connaître, d'échanger avec eux, il y en a tellement d'artistes de la région, là, je pourrais faire des chroniques culturelles, là. Ben, tu reviendras. Plein de monde. Oui, Alexandre, tu reviendras. C'est ça, puis sur le tiroir culturel, on en découvre tout plein. Bon, ce sera pour une autre chronique. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Ben, c'est un plaisir. Et pour vous à la maison, ou du moins devant l'écran de télévision, peut-être d'ordinateur, c'est déjà tout pour cet épisode de La Meute. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres discussions chaleureuses et aussi des découvertes culturelles.